Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. UI designer, c'est le métier le plus artistique des métiers techniques du jeu vidéo. Oui, c'est un métier que j'aime beaucoup parce qu'on est à l'intersection de beaucoup de choses, la psychologie, l'informatique, ça touche plein de domaines, c'est quelque chose de passionnant. Être UX-writer, c'est humaniser et dynamiser les interfaces pour parfaire et améliorer l'expérience utilisateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer les métiers consacrés à l'UX et l'UI design au microscope. Dans un monde où le numérique est omniprésent, l'expérience utilisateur, quand on surfe sur un site web, qu'on utilise un téléphone portable ou encore une montre connectée, est clé. L'UX designer la rend la plus agréable, fluide et intuitive possible car UX signifie User Experience. Pour déployer une UX efficace, il doit donc trouver l'équilibre entre fonctionnalité, simplicité, esthétique, accessibilité, etc. Son pendant, l'UI designer, intervient plus sur l'aspect graphique, UI pour User Interface. Il rend les interfaces dynamiques à l'aide de tout un panel d'outils, les couleurs, polices, logos, les typographies, les animations. Il peut intervenir sur une infinité de produits numériques, des sites web aux objets connectés en passant par les jeux vidéo. À ces deux grandes ramifications du design s'ajoutent de nombreuses spécialisations, notamment l'UX Writer, le gardien du temple des mots au service d'une UX efficace, ou encore l'UX Researcher qui sonde les utilisateurs pour infléchir les orientations stratégiques du design de sa marque. Tous ces métiers sont au croisement entre la tech, la psychologie, les sciences cognitives, le graphisme et le product management, et ils recrutent car trop peu de professionnels sont formés pour occuper tous les postes disponibles. Alors, est-ce la bonne voie pour vous et quelle spécialité choisir ? Pour faire le point, nous avons invité Simon Van der Hecken, UX Researcher chez Bankin, Léa Gaudron, UI Designer chez Ubisoft et Romain Bigache, UX Writer chez Leroy Merlin. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue dans le Joboscope, c'est parti. Simon, toi tu es spécialiste en UX Design et UX Researcher chez Bankin. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ta spécialité et ce que fait ton entreprise ? Oui, donc je travaille à l'amélioration constante de l'application Bankin, donc en allant rencontrer nos utilisateurs pour sonder un petit peu leurs besoins, les points bloquants qu'ils peuvent rencontrer dans l'application. Et donc Bankin, c'est une application qui aide les gens à mieux gérer leurs finances et qui les conseille et les coach pour réussir à finir leur fin de mois en positif et optimiser ses finances. Merci pour ton aide sur les fins de mois. Léa, toi tu travailles chez Ubisoft en tant que UI designer. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça recouvre et nous parler un peu de cette boîte de jeux vidéo ? Je m'occupe des menus dans un jeu vidéo, donc c'est un peu comme si pour un GPS ce serait la même chose, mais donc je vais m'occuper d'être là pour que le joueur il sache ce qu'il doit faire dans l'interface d'un jeu vidéo. Moi, je travaille essentiellement sur le jeu Just Dance. Ça a une cible particulière. Et pour ce qui est d'Ubisoft, c'est l'un des leaders mondiaux du jeu vidéo. Et le jeu vidéo, c'est une industrie en pleine expansion qui dépasse le cinéma et la musique réunis. Ah ouais. Et ben voilà, j'apprends quelque chose encore aujourd'hui. Romain, tu es aussi très spécialisé et tu exerces un métier encore très peu connu en France, entre les mots et le design. UX Writer, c'est quoi juste ? Globalement, l'UX Writer, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est micro-contenu sur les interfaces, donc les interfaces d'applications mobiles, des interfaces web principalement. Notre métier, c'est améliorer les mots des interfaces pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable, plus fluide. Donc on améliore tout le micro-contenu et également on peut aussi intervenir sur les chatbots, les voicebots. C'est ça, et tu vas nous expliquer tout ça. Et on ne te demande pas de présenter Leroy Merlin, mais peut-être si en une phrase pour ceux qui seraient dans une cave depuis de nombreuses années et qui ne sauraient pas ce que c'est. Leroy Merlin, c'est une entreprise familiale, on peut le dire, qui s'occupe d'améliorer l'habitat des gens, donc qui est spécialisée dans l'amélioration de l'habitat, qui vend des matériaux, mais pas que, qui fait du service.
Dans le Joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une ? On va démarrer avec Léa. Est-ce que tu peux nous faire entrer dans les coulisses de la création d'un jeu ? Comment ça se passe concrètement ? À quoi ressemblent tes journées ? Ça va vraiment dépendre en fait des moments de la production d'un jeu. Parce que du coup, un jeu vidéo, ça a une phase de conception, de pré-production, de production. Et à la fin, on a le debug. Et donc, mon rôle, il va être vraiment différent en fonction du moment de la production d'un jeu vidéo. Mais globalement, en termes de tâches, l'éventail des tâches qu'on peut faire, ça va être penser l'interface avec ce qu'on appelle des game designers. Donc là, c'est vraiment propre au métier du jeu vidéo. Puis ensuite, concevoir l'esthétique de l'interface en faisant des maquettes. On va avoir beaucoup de réunions avec ce qu'on appelle les producers, ce qui est souvent product owner dans d'autres entreprises. Mais c'est des termes très jeux vidéo. Et ensuite, il va y avoir toute la partie technique où je vais intégrer dans le moteur du jeu vidéo, en binôme avec des programmeurs, l'interface. Et du coup, c'est là que je vais faire en sorte que ça s'anime ou mettre des animations dessus et des textures, etc. Ça met combien de temps ? Faut compter combien de temps pour un jeu vidéo ? Ah, ça dépend. Ouais. Pour un petit jeu vidéo mobile, ça peut être assez rapide, en quelques mois. Après, par exemple, à Ubisoft, leur spécialité, c'est ce qu'on appelle les blockbusters de jeux vidéo. Ça peut mettre 4 ans, 800 personnes et des millions d'euros. Toi, Romain, à quoi ressemble ton quotidien chez Leroy Merlin ? C'est quoi tes missions principales ? Et j'ai cru comprendre que tu étais freelance, mais à temps plein ? Je suis X-Writer à mi-temps, actuellement chez Leroy Merlin. Donc je travaille 2 à 3 jours par semaine. Et l'autre moitié du temps, je suis publicitaire. Enfin, je fais de la publicité, je suis concepteur-rédacteur. Mais ça, c'est mon ancien métier. Et donc, du coup, quand tu fais tes 3 jours par semaine chez Leroy Merlin, à quoi ressemblent tes journées ? En fait, je me laisse m'organiser comme je veux. Donc ça, c'est très agréable. Donc, c'est moi qui choisis mon planning. C'est très souple. Mais globalement, le matin, à 9h15, j'ai un petit daily, ce qu'on appelle un petit point avec tous les designers, en gros, les leads UX et UI, ainsi que tous les designers. Voilà, c'est une petite équipe d'une vingtaine de personnes. Ça permet de caler les gens et de savoir ce que les gens font, parce que c'est vrai qu'on a beau être dans des open space, globalement, des fois on ne sait pas trop ce que les autres font, enfin pas totalement. Et après, en fonction, moi, mon quotidien, il est jamais... Enfin, actuellement, il est il varie énormément de jour en jour, parce que en fait, chez Leroy Merlin, je lance l'UX Waiting, c'est-à-dire que globalement, avant, ce poste n'existait pas, donc je suis le premier à le pourvoir. Donc ma mission est assez large. J'ai commencé par faire des audits du site pour tout critiquer, dire c'est pas bien ce que vous avez fait, oh là là, mais quelle drôle d'idée d'avoir fait ça, mais pourquoi vous avez écrit ça comme ça ? C'était très agréable comme travail, ça me plaît beaucoup. Et ça peut être quoi les genres d'arguments que tu avances quand tu critiques justement le site quand tu arrives ? Un truc tout simple, des phrases longues. Globalement, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est-à-dire qu'on a tendance à trop parler sur un site, alors qu'il n'y a pas besoin. La hiérarchisation de l'information, super importante, qui est souvent bâclée sur les sites. C'est-à-dire qu'on met des informations partout et au final, il y a tellement d'informations qu'on ne s'y retrouve pas, alors que pourtant elle est là, voire des fois en double, en triple. Beaucoup de répétitions aussi. Et surtout, là, chez Leroy Merlin, c'est une boîte qui a la chance quand même d'avoir une personne à temps plein qui s'occupe de gérer le tone of voice de Leroy Merlin. Donc, c'est le ton de la marque. C'est-à-dire, en fait, certaines marques l'ont, d'autres non, mais il y a des marques les bonnes, les bonnes marques, en général, ont défini en avance comment elles veulent s'adresser à leurs clients. Et c'est une vraie stratégie en fait, c'est-à-dire que nous on est cool ou on n'est pas cool, on est plutôt comme ci, on est plutôt comme ça, on va vous voyer, on va pas vous voyer, et en fait ça crée une personnalité de marque et ça sert en fait l'image de marque. Disons que sur un site un peu froid, rajouter un tone of voice bien identifiable, pour l'utilisateur c'est plus agréable parce que c'est une vraie personnalité. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des marques donc, qui ont un tone of voice, d'autres qui n'en ont pas. Là, Leroy Merlin en avait un, donc moi j'ai en fait continué ce travail, donc je travaillais avec la personne en charge du tone of voice et elle m'a expliqué qui était Leroy Merlin, comment on se définissait, qu'est-ce qu'on disait. Que tu t'imprègnes effectivement de la marque. J'ai une bonne petite phase d'immersion, 5 jours d'immersion totale chez Leroy Merlin, ce qui m'a permis en fait de vraiment prendre la température.
et de définir et de dire ok, donc c'est comme ça que Leroy Merlin fonctionne. Ce qui est très important aussi dans la définition du tone of voice, c'est aussi l'ambiance qu'il y a dans la boîte, parce que c'est vrai qu'en général il est en adéquation, c'est-à-dire que chez Leroy Merlin c'est très cool, une boîte très agréable où on fait bon travailler, et en fait du coup ça se reflète aussi sur leur personnalité. Ça on va en reparler, sur les différences dans la profession en fonction de l'entreprise, le domaine, de l'activité. Mais je parle énormément, mais bon, hein, je commence par un audit du site, d'un parcours client, d'un tunnel de vente, de plein de trucs, d'un nouveau service qui vient d'être créé. Je le critique, je dis ouais, ça va pas, je fais un petit PowerPoint, je le montre à des designers en charge du parcours, ou des fois des commerciaux, des chefs de projet, enfin, tous les gens qui sont sur le truc que j'analyse. Et on en discute, et voilà, et ensuite on fait les modifications si jamais c'est concluant. Donc voilà, donc il y a cette partie. Il y a aussi une partie donc création de guides de style, c'est-à-dire que en fait il y a dans l'UX Writing il y a des guidelines donc qui ont été inventés par les Américains globalement, puisque c'est les premiers à avoir vraiment pratiqué l'UX Writing, on va dire dans la Silicon Valley. C'est basé sur plein d'éléments, mais c'est autant des règles de français basiques que des trucs qui sont propres à la marque. Par exemple, on va dire dans le guide, voilà, nous, les phrases, elles font moins de 15 mots. Les CTA, les call to action, les petits boutons où on clique pour Merci faire pour quelque les chose. sous-titres. Eh ben, elles sont à l'infinitif. On va s'adresser aux gens en les vouvoyant, en les tutoyant. Voilà. Et c'est un guide ça permet en fait à tous les collaborateurs de la marque, donc les designers, les agences de pub, tous les gens qui vont prendre la plume et qui vont écrire du contenu, pour qu'ils sachent comment l'écrire, quoi. Que tout le monde écrive de la même manière et s'adresse aux clients de la même manière pour pas qu'il y ait d'incohérence. Donc toi, Romain, tu es plus dans une approche de critique constructive, si on veut un petit peu résumer. Exactement, avec un petit peu de rédaction et un petit peu de formation aussi, mais bon, plein de trucs. Ouais, On y reviendra un petit peu plus tard. Toi, Simon, ça ressemble à quoi ton quotidien? Quelles sont tes principales missions? Alors c'est assez multiple, globalement une tâche de fond que j'ai en continu, ça va être analyser l'entièreté des retours clients qu'on peut avoir. Donc je vais regarder tous les retours utilisateurs qu'on a, que ce soit les commentaires laissés sur les App Store, ce que les gens disent sur Twitter, oui on vous lit, ou alors pas mal d'enquêtes sur lesquelles moi j'envoie de façon assez régulière. Donc en fait on sonde nos utilisateurs toutes les semaines sur plusieurs métriques. Combien d'utilisateurs par semaine tu passes en revue? En général, j'ai environ 500 retours par semaine. Ah oui, c'est énorme. Oui, et donc en fait l'idée c'est d'analyser, de voir un petit peu le ressenti, de voir ce dont ils parlent, d'essayer d'identifier les problèmes qu'ils rencontrent. Donc ça c'est en continu. Et sinon, basé sur les projets, ça j'ai différentes phases. Donc pour chaque projet, il y a d'abord une phase d'exploration dans laquelle je vais en fait à la rencontre des utilisateurs et des personnes en interne. Donc je vais interroger les utilisateurs sur leurs usages, ce dont ils ont besoin, les problèmes qu'ils rencontrent. En interne, je vais voir les personnes qui veulent travailler sur le projet, sur pourquoi est-ce qu'ils veulent travailler sur ce projet, quelles sont leurs visions, quels sont les problèmes qu'ils veulent résoudre. Donc tout ça, c'est un gros travail de synthèse. Puis ensuite, il y a une seconde phase qui va être vraiment production, sur laquelle je travaille en collaboration avec notre product designer. Donc je vais créer des wireframes, donc c'est des représentations très schématiques de l'interface. Et on va échanger avec l'UI designer, en fait, et le product designer pour vraiment imaginer les évolutions de l'interface et ce que ça va donner. Donc ça, c'est beaucoup d'échanges avec le product designer, le PM et les développeurs pour voir un petit peu arbitrer la vision qu'on a, ce qui est possible, ce qui est faisable. Donc c'est un gros travail d'arbitrage entre les possibilités techniques, ce que le business veut et ce que les utilisateurs ont besoin. Et une fois que ce travail de production, donc design, est fini, en fait, il y a la troisième phase qui va être un petit peu entre la production et le développement. Ça va être aller tester ça avec les utilisateurs. Donc là, je rencontre des utilisateurs à qui on présente les projets qu'on a et je regarde un petit peu comment est-ce qu'ils utilisent ça. Est-ce qu'on s'est trompé monumentalement dans certains éléments de l'interface? Est-ce qu'il y a des endroits où ils n'arrivent pas à comprendre? Ou au contraire, qu'est-ce qui fonctionne très bien et qu'on peut garder, analyser? Et une fois que tout ça est fait, ça part en développement, où là je dois souvent il y a des remontées où je dois arbitrer sur des questions d'ergonomie des fois de wording, est-ce qu'on est sûr de bien comprendre
Vous travaillez dans des entreprises qui sont très différentes. Leroy Merlin, c'est une grande entreprise française qui innove au niveau méthode dans la tech, mais où il doit y avoir tout de même plus d'inertie que dans de petites startups comme Bankin. Au milieu, Ubisoft, une entreprise internationale. Est-ce que vous diriez que vos métiers changent en fonction de l'entreprise dans laquelle on l'exerce, Léa ? Oui, j'ai l'impression que plus l'entreprise est grosse, plus on va séparer des métiers. Et plus l'entreprise est petite, plus on va être couteau suisse. Donc par exemple, ça arrive qu'un UI fasse de l'UX, alors que dans des grosses structures, on va plutôt avoir plusieurs UI, plusieurs UX qui travaillent ensemble. Donc toi, tu es vraiment très spécialisée, et parce que c'est la taille de l'entreprise, et en plus la spécificité d'un secteur qui est les jeux vidéo. En fait, mon travail, finalement, c'est le même que si je faisais de l'UI web. En termes de compétences concrètes, c'est la même chose. Par contre, c'est vrai que comme l'entreprise, c'est le jeu vidéo, mon milieu de travail, lui, il est très spécifique en fait. C'est plutôt ça la différence. Et après, par contre, il y a beaucoup moins de UI et même de UX dans le jeu vidéo, mais c'est en pleine expansion. Simon, t'en penses quoi ? Je suis assez d'accord. Je vois ici chez Bankin, je fais beaucoup de fonctions différentes. Donc voilà, je ne m'attaque pas à l'UI. Mais pour avoir bossé dans des grands groupes, c'est vrai que dans les grands groupes, les fonctions étaient beaucoup plus spécialisées. Et par contre, le travail était aussi beaucoup, beaucoup plus politique. C'est essayer de convaincre telle ou telle personne pour avoir les personnes clés dans les projets. Nous, par exemple, c'était beaucoup de mois de discussion pour aller trouver les utilisateurs. Ce qui est un petit peu le comble dans la fonction où, justement, un petit peu, si je ne peux pas rencontrer les utilisateurs, ça devient un petit peu compliqué de faire mon métier, quoi. Ah oui, d'accord. Donc il peut y avoir des problèmes dès cette étape-là dans certaines entreprises. T'en penses quoi, toi, Romain ? Oui, moi je suis entièrement d'accord, d'autant plus que moi dans mon métier, le métier presque change en fonction de l'interface. C'est-à-dire que si on travaille sur un chatbot ou un voicebot, ça va être totalement différent que de travailler sur une appli ou un site web. Ce n'est pas les mêmes méthodologies de travail, c'est pas vraiment les mêmes guidelines d'ailleurs, enfin tout change. C'est-à-dire que globalement, si par exemple on bosse sur un chatbot, il va falloir définir, conceptualiser le robot, donc ça c'est une partie intéressante, donc lui donner une personnalité, faire un persona, et ensuite écrire les dialogues. Écrire des dialogues, finalement ça n'a pas grand chose à voir avec écrire des phrases sur un site web pour aider les utilisateurs ou les guider ou leur faire acheter des produits. Donc c'est vrai que c'est très différent. Et justement, Romain, pour finir sur ce sujet, comment est-ce que tu t'es spécialisé ? Parce que UX Writer, c'est pas très répandu comme profession en France. Non, pas ça pas l'est vraiment. Ouais. Plus aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment même d'études dédiées à ce métier. Comment est-ce qu'on se retrouve UX Writer du coup ? Moi à la base j'étais concepteur-rédacteur, donc c'est pas la même chose, mais c'est pas non plus très éloigné dans le sens où mon métier au quotidien c'est quand même d'écrire, faire des petites punchlines rigolotes, trouver des trucs pour vendre quoi. Et trouver des concepts aussi, donc il y a une part de conception dans l'UX Writer qui est un peu tue. Enfin je sais qu'on en parle assez rarement, mais globalement on peut vraiment être très créatif. Et en fait, ça faisait plusieurs années que je voyais ce métier émerger. Je disais, putain, c'est sympa. Créer des robots, c'est un petit peu... il y a un petit côté un peu divin, quoi. Surtout s'ils sont prêts à conquérir le monde. On a déjà eu assez pour 2020. Hein. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit, c'est sympa. Autre scoop, Leroy Merlin, attention. C'est sympa ce métier-là, et ça a l'air vraiment cool. Moi, la pub, j'en ai un peu ma claque. C'est sympa, mais à petite dose, quoi. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça prend un peu la tête. C'est un milieu assez stressant, pas forcément très... c'est un peu dur, quoi. Tu t'es rendu compte que tu avais les compétences, finalement, pour une reconversion assez naturelle ? Oui, c'est-à-dire, genre quelqu'un m'a contacté et c'était pour travailler sur un voicebot et il avait cherché un concepteur, rédacteur spécialisé dans l'interface, dans l'expérience utilisateur. Et j'ai répondu, je sais pas le faire. Mais je suis sûr que je peux le faire. Ouais. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Et donc j'ai fait mon premier. Du coup le projet était abandonné, mais du coup j'ai fait un chatbot juste derrière. Ça m'a vachement plu. Et la machine a été lancée comme ça, quoi. Je me suis retrouvé à bosser pour une petite start-up qui s'appelle SpeakUX.
très sympa. Et on a travaillé sur des chatbots, des voicebots, des projets assez cool. Et donc je me suis formé d'une part sur les chatbots et les voicebots, là c'est SpeakUX qui m'a formé, mais sur toute la partie web, on va dire audit, etc. Là je suis allé sur internet, j'ai fouillé sur des forums aux États-Unis, il y a énormément de contenu en ligne, et du coup je me suis formé comme ça. Au bout d'un moment, c'est rentré quoi. Puis après je l'ai appliqué, j'ai eu la chance de pouvoir l'appliquer chez Le Bon Coin, par exemple, où ça s'est très bien passé, c'était très sympa. Simon, toi, je voyais tes yeux qui brillaient quand il parlait de rêve d'enfant. C'est un métier que tu as toujours voulu faire ? Alors, non, parce que quand j'ai grandi, ça n'existait pas. Oui. Donc, il n'y avait pas encore le mot et cette profession, mais... Il n'y avait pas le mot, il n'y avait pas les études. Je sais juste que j'étais intéressé par beaucoup de choses. Donc j'étais intéressé par tout l'univers du numérique, où d'ailleurs, j'avais découvert, je m'étais intéressé au numérique et au web grâce à l'époque au site du Zéro, donc qui est devenu Open Classroom. Et même chose, j'étais intéressé aussi énormément par la psychologie humaine, par l'informatique, la psychologie, le numérique et le design. Et donc, j'ai commencé en design et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, ça m'intéressait de faire des choix instruits, de me dire pourquoi est-ce que je fais tel choix, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, pouvoir échanger avec des fonctions marketing, donc qui venaient par exemple avec des grosses études, des focus group et tout, et se dire, qu'est-ce que moi dans le design je peux trouver aussi en termes de chiffré, de quantitatif, de qualitatif. Et au fur et à mesure, justement, je me suis renseigné, j'ai évolué, je me suis mis à lire beaucoup plus de psychologie, à découvrir tout ce qui était l'UX, à découvrir l'ergonomie aussi, les interactions en machine, et donc ça a été une grosse évolution à partir de là. Ouais. Et c'est un métier que j'aime beaucoup parce que ça se retrouve à l'intersection de beaucoup de choses que j'aime. Oui, on sent qu'il y a l'étude comportementale, la psychologie, le design, le travail d'équipe qui a l'air de t'emballer. Ouais. Dans ton quotidien. Toi, Léa, tu as fait des études de graphisme, c'est ça ? En fait, moi, j'ai fait des études d'illustration et d'animation 2D. Donc, pas vraiment les études pour faire de mon métier. Mais après, quand on est formé à l'image... en fait, il n'y a pas d'études pour faire UI designer. Donc, les 3/4 des gens viennent des études de graphisme. D'accord. Mais c'est juste que moi, j'ai fait plus de dessin que du graphisme. Ok, 3/4 des gens qui font cette profession viennent du graphisme. Oui, parce que en fait, ça demande les compétences de graphiste globalement. C'est faire des icônes, faire des formes, etc. Des animations d'interface, c'est du graphisme et du motion design. Comme il n'y a pas de formation spécifique qui porte le nom de UI design ou UI artiste, parce qu'il y a les deux métiers. En fait, moi par exemple, c'est juste j'ai réussi à trouver un stage au sein d'Ubisoft et j'ai découvert ce métier pendant mon stage avec mes compétences de l'image qui en fait, quand on est formé au métier de l'image, on peut trouver un peu tout quoi. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier ? Alors moi, ce que j'aime bien, en fait, il y a deux choses. C'est que déjà, j'ai découvert... c'est un métier technique et on va dire que c'est le métier le plus artistique de la partie technique du jeu vidéo. Donc moi, je suis pas avec les artistes dans les jeux vidéo. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est du coup cette partie technique, elle me permet de tout le temps devoir relever des défis. Si Samsung sort un nouveau téléphone, il a une nouvelle forme, il a une caméra à un endroit, et je dois changer l'interface parce qu'il faut que ça change. Si maintenant il y a ce qu'on appelle le cloud gaming, donc c'est... En fait, t'as même plus besoin d'une console pour jouer, t'as juste besoin d'un lien en stream. C'est comme si c'était Netflix, mais c'est du jeu. Donc ça demande des nouvelles choses. Et en fait, on est en plein boom technologique, donc rien que ça me demande forcément de relever des défis permanents, puisque mon travail est très lié au code. Et la deuxième chose, c'est que je suis dans l'œil du cyclone d'un jeu vidéo. Et ça, moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que le jeu, il peut pas sortir sans moi. Je suis obligée de travailler avec tous les métiers, donc les programmeurs ou les game designers ou les directeurs artistiques. Et j'aime vraiment bien ça, le côté où je suis au cœur de la production, dans l'équipe, on est au front ensemble en fait. Le travail d'équipe, ça rejoint ce que nous disait Simon tout à l'heure. Toi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement, Simon, dans ton quotidien ? Dans ton métier ? Ce que j'aime beaucoup dans le métier, c'est vraiment aller à la rencontre de nos utilisateurs, comprendre leur quotidien, les problèmes qu'ils rencontrent. Ça va être aussi beaucoup de lire d'études universitaires. Genre chez Bankin, j'ai pu lire beaucoup d'études universitaires sur le rapport des gens à l'argent,
tous les problèmes qui sont liés à l'argent dans la vie des gens. Et donc essayer de comprendre tout ça et d'essayer vraiment de résoudre les problèmes des utilisateurs et de se dire comment est-ce qu'on peut les aider dans leur quotidien. Romain, toi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier ? Alors, moi, ce que j'adore, c'est... bon, déjà, on se sent utile. Ça, c'est quand même sympa. Ouais. Et c'est surtout la quête de la perfection, quoi. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est on est dans la création. Et en fait, c'est tout ce qu'on fait, enfin, en tout cas, pour ma part, mais j'imagine que pour vous, c'est pareil. C'est toujours perfectible, en fait. Et donc, c'est jamais fini. Donc, c'est une boucle infinie. On fait un truc, on dit « Ah, c'est bien, là », et puis on revient 2 heures plus tard, on fait « Ah non, ça pourrait être mieux ». Le lendemain, c'est désuet, en fait. C'est l'amélioration perpétuelle, quoi. Ouais. Et donc, ça bouge tout le temps, c'est jamais la même chose. Ça varie énormément en fonction de la technologie, du contexte. Donc, moi, j'aime bien ça parce que j'aime bien me triturer l'esprit sur des mots. Moi, j'aimais bien ça dans la pub, d'avoir passé 2 heures sur une phrase, ça me dérange pas. Je trouve ça assez génial, même. Il y a un côté un peu... je sais pas comment expliquer, mais on a une phrase... J'ai l'impression que le challenge, il est au cœur de votre passion et du métier aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'on se fixe beaucoup de contraintes et du coup, ces contraintes rendent créatives et ça, c'est assez fascinant. On a parlé des aspects positifs, mais on est là aussi pour parler des inconvénients de cette profession. Qu'est-ce qui est plus difficile, plus stressant au quotidien, les tâches qui reviennent peut-être un peu trop souvent? Quelles difficultés vous pouvez rencontrer, Léa? Alors moi, en tant que UI, peut-être c'est le fait de pouvoir être mis dans la case exécutant, qui est beaucoup moins le cas, je crois, des UX. Mais par exemple, on peut être considéré comme l'exécutant de la pensée du UX. Et moi, ça me va pas parce que je réfléchis aussi et je suis pleine d'initiatives. Donc alors, dans le cadre du jeu vidéo, c'est encore différent parce que moi, par exemple, je travaille pas avec des UX. L'expertise UX, elle est séparée entre le game designer et le UI designer. Dans mon métier actuellement, mais je serais très bien amenée à pouvoir travailler avec eux. Donc il y a le côté un peu exécutant, c'est tais-toi et fais ça joli, quoi. Il y a ce côté-là, et puis parfois aussi, du coup, moi, je suis très liée aux technologies qu'on utilise, et donc faire comprendre à ceux qui sont pas du tout techniques mes contraintes pour expliquer qu'en fait, si je peux pas faire quelque chose, c'est pas parce que je suis de mauvaise volonté, mais c'est parce que la technologie m'en empêche ou demanderait des mois de travail, alors que si c'est juste pour faire un bouton, on n'a pas le temps, quoi, de passer des mois juste sur un bouton. Donc c'est un peu les deux choses qui peuvent être compliquées. Simon ? Un des points, c'est que c'est un métier qui change beaucoup, qui évolue beaucoup. On est dans des secteurs où les choses changent tous les jours. Donc il faut constamment se tenir à jour. En plus, ici, comme je travaille maintenant sur une application mobile, les téléphones portables, c'est un milieu qui change énormément. On a eu une sale blague chez Bankin, par exemple, récemment, c'est quand ils ont mis les capteurs d'empreintes sous l'écran. C'est quelque chose qui a été extrêmement compliqué à gérer parce que on voulait rentrer un code pour rentrer dans l'application. Et l'ennui, c'est que c'est soit un code, soit l'empreinte digitale. Oui. Mais l'ennui, c'est que quand le capteur d'empreinte est sous l'écran, on se retrouvait avec un problème entre rentrer le code ou lire l'empreinte. Et c'était juste pour 1 ou 2 téléphones en particulier. Donc c'était beaucoup de prise de tête. Oh, toutes ces questions que je ne me suis jamais posées, c'est fou. Je crois le deuxième point, c'est pas mal de tension parce que l'ennui, c'est que l'UX, c'est au croisement entre les besoins des utilisateurs, les besoins du business et qu'est-ce qui est possible de réaliser techniquement. Et donc, c'est beaucoup de frustration parce que la solution à laquelle on va arriver, elle sera jamais satisfaisante pour personne. C'est quoi l'ordre de priorité généralement ? Justement, il y en a pas. Il y a vraiment pas d'ordre de priorité. Voilà, il y a certaines boîtes qui vont mettre tout pour le business, mais à ce moment-là, l'UX n'a pas de sens. Il y a d'autres boîtes où c'est les développeurs qui vont tout l'idée, mais à ce moment-là, même chose, ça n'a pas vraiment de sens. Et une boîte qui miserait tout sur l'expérience utilisateur, ça demanderait une éternité. Si on veut atteindre la perfection, on peut travailler pendant des années, on l'aura jamais. Donc voilà, il y a cette tension-là. Et je crois le troisième point, c'est tous les retours utilisateurs, c'est vraiment des cadeaux, donc c'est toujours chouette à recevoir, à analyser et tout. Mais en ligne, les gens ont parfois tendance à se lâcher et donc il faut pouvoir réussir à analyser les retours la tête froide et à pas le prendre personnellement du tout, quoi. Oui, puis surtout, on va pas se mentir, en tant qu'utilisateur, on a tendance à laisser un commentaire quand ça va pas terrible. Voilà. Et à moins exprimer...
C'est pour ça que c'est très chouette d'aller par contre à la rencontre des utilisateurs et de les interviewer, parce qu'on se rend compte que y a une majorité d'utilisateurs qui est silencieuse et qui va être très content de l'application et qu'on entend beaucoup moins, quoi. Oui. Et toi, qu'est-ce qui te coûte le plus au quotidien dans ton métier, Romain ? Oui, il y a un peu de frustration des fois quand effectivement on ne peut pas changer certaines choses pour des problèmes d'ordre technique, ou bien des fois un peu l'inertie des entreprises qui, comme c'est des grosses boîtes, les changements se font assez lentement. Mais sinon, moi j'aime vraiment beaucoup d'aspects. J'ai pas... Ça va, je suis plutôt je suis bonne patte, quoi. Moi j'aime tout. Au bon endroit. Très bien. Est-ce qu'on peut exercer votre métier partout ? C'est un métier qui est très recherché ou... Alors, de mon côté, oui, il y a une forte demande. Après, ça reste très centralisé sur les capitales. Ouais. Ici, par exemple, pour la France, c'est chouette de voir que ça commence un petit peu à se diversifier. Même chose, ici, la crise a quand même beaucoup démocratisé tout ce qui va être travail à distance. Donc, ça change, il y a des postes qui s'ouvrent. Mais il y a vraiment une forte demande. Donc il y a plus de demandes à Paris, mais c'est possible de le faire ailleurs, de plus en plus, donc voilà, ça va s'étendre un peu partout. C'est ça, tout le monde est d'accord ? En fait, l'UI design, c'est vraiment assez facile d'être freelance, donc on peut le faire partout. Par contre, par exemple, dans le jeu vidéo, il faut être dans l'entreprise, et donc les entreprises de jeux vidéo, elles sont que dans les grandes villes. Mais elles sont dans les villes de province, mais les grandes villes de province aussi. Est-ce que vous avez un métier qui se fait en freelance ? Oui, dans mon cas, je l'avais fait un petit peu quand j'étais en Belgique avant, donc j'ai pas de souci de ce côté-là, ça se fait aussi en freelance. Après, je trouve ça toujours mieux d'être en interne, par contre. Mais, Vous en pensez quoi ? Tout le monde est d'accord ? C'est mieux de le faire en interne ? Je sais pas, moi j'ai toujours été en freelance. Ouais. Mais moi j'aime bien le freelance. Mais c'est du freelance qui vient sur place. C'est du freelance en régie, on va dire. Mais je travaille aussi à la maison, surtout en ce moment. Moi, j'aime bien le côté freelance parce que on gagne plus d'argent. Ah. C'est honnête. Et voilà. C'est pas faux. Tu m'as fait une parfaite transition. On allait y venir. Le salaire. Combien est-ce qu'on gagne en début de carrière ? Combien est-ce qu'on gagne au bout de 3-5 ans ? Quelles sont les perspectives d'évolution salariale ? Simon ? Donc, début de carrière, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais je pense qu'on devait être entre les 25 et 30K. Paris ? Oui, ma référence c'était la Belgique, mais de ce que j'ai vu, c'était, pour les débuts de carrière à Paris, ça allait peut-être être un tout petit peu plus haut, mais pas beaucoup plus. Ouais. Mais vous arriveriez à évaluer combien il y a de différence entre Paris et les autres villes sur 10-15%, je pense. Ouais, ça vous semble correct. Puis ensuite, on progresse assez facilement vers 40K, et là, je suis aux environs de 50K. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu exerces ? Ça va faire un peu plus de 9 ans maintenant. D'accord. Et toi, Léa ? Souvent, on dit que l'UI design, il va peut-être être moins bien rémunéré que l'UX, en tout cas en ce moment. Mais alors, moi, je dirais que la fourchette de salaire, c'est entre 27 et 36K. Toi, t'exerces depuis combien de temps ? 3 ans. Donc, tu vas pas tarder à basculer dans un autre niveau d'expérience, non ? C'est au bout de combien de temps qu'on peut considérer qu'on n'est plus junior et basculer dans une autre tranche ? Alors moi, je suis plus junior, je suis considérée comme confirmée. Ouais. Mais après, ça dépend vraiment des entreprises. Par exemple, dans le jeu vidéo, c'est aussi si tu as fini un jeu, ça va compter. Et alors, quand on est freelance, comment ça se passe, la rémunération ? Ça se passe bien. Ouais. T'aurais des chiffres à nous donner ? Oui, moi j'ai commencé pas très haut. Du coup, au début, je me vendais à 250 € par jour. Dans le mode du freelance, on dit oui, en dessous de 300, c'est pas bien, mais bon, il faut quand même être attractif. Et maintenant, je suis 550, donc j'ai bien progressé. Ouais. En combien de temps ? En 2 ans. Et tu passes par des plateformes ou tu arrives assez facilement à trouver de la clientèle Non, moi, je suis passé... je suis passé par des apporteurs d'affaires, mais maintenant, je fonctionne vraiment solo, quoi. C'est moi qui vais directement chercher les gens ou sur LinkedIn, quoi. Comment vous la voyez, la suite ? Quelles évolutions de carrière vous souhaiteriez, vous imaginez, vous fantasmez ? Simon ? Vu la diversification des tâches, gérer une équipe, ça peut être intéressant. Pour l'avoir déjà fait, ça permet un petit peu de soulager. Et puis c'est une autre expérience aussi quand même, le management. J'aime bien continuer dans la recherche parce que ça évolue tout le temps. Donc
toujours intéressant de ce côté-là. Et puis après, il y a toujours les autres métiers du produit, quoi. Les autres métiers du produit? Oui, ça va être imaginer un produit, donner des grandes lignes directionnelles. J'aime bien aussi tout ce qui est de stratégie, vu que l'UX, on va travailler fort en amont. À la recherche, c'est aussi l'occasion de discuter avec des personnes qui ont des rôles plus stratégiques dans les entreprises pour définir vraiment des visions et des axes de futur pour les applications, quoi. Et toi, Romain, c'est quoi la suite? C'est quoi le programme? Moi, le programme, c'est monter ma boîte, en fait. Ok. Je forme des gens. C'est une boîte de quoi, dis-nous? Ça va être une boîte d'UX Writing. Ok. Parce que, actuellement, il n'y en a pas trop. Enfin, en tout cas, pas trop à ma connaissance. Il y a beaucoup de gens qui placent en régie. J'ai envie de faire un modèle plus agence, en fait. Mais dans l'UX Writing, quoi, globalement, l'idée, ce serait de bosser pour des gens qui ont envie de rendre vivant leurs interfaces et d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc voilà, je bosse sur le projet avec un ancien tatoueur que j'ai formé et que il est graphiste quand même du coup. Et donc l'idée c'est d'associer vraiment l'UX Writing avec le graphisme pour faire quelque chose de vraiment sympathique. Et toi Léa, c'est quoi la suite? Classiquement, dans une entreprise, il y a monter en hiérarchie et donc devenir manager d'équipe. Ce qui peut être intéressant, enfin moi là je suis pas à ce niveau-là mais j'ai monté en responsabilité quand même et du coup par exemple il y a tout ce qui est estimer les tâches et le temps que ça va nous prendre pour faire de la stratégie dans la production, par exemple, tout ça. Et du coup, aller faire le bouclier des autres UI design pour expliquer nos contraintes, etc. Et après, il y a aussi tout ce qui est monté plutôt dans la partie créa, puisque du coup, on est un peu artiste. Donc, on peut devenir directeur artistique ou chef de réalisation d'un sujet du jeu, ou directeur créatif et ce genre de choses. Et puis après, plutôt horizontalement, il y a aussi toutes les évolutions de, comme on appelle product owner, etc. On peut, à l'intérieur d'une industrie, on peut switcher quoi, sur plutôt de l'organisationnel. Et pour un UI aussi, c'est assez facile de se former et devenir UX. Qu'est-ce que votre métier vous a appris? Une compétence ou une qualité que vous aviez peut-être déjà naturellement et qui l'a servi à mettre en avant? Une confiance aussi en vous, peut-être? Je ne sais pas. Simon? Meilleure confiance envers les designs et les décisions prises, vu que maintenant c'est des décisions informées, chiffrées, avec des études quantitatives et qualitatives. Donc je sais ce que je fais, je peux le défendre. Donc ça, c'est une grosse richesse. Et puis, toute la découverte de la psychologie humaine, où ça reste extrêmement important et passionnant, quoi. Et toi, Romain? Il y a toute une phase d'analyse, en fait, que finalement, je me suis retrouvé à bien aimer. Réfléchir, pourquoi, tout remettre en question. Donc la phase d'analyse, ça, c'est un truc que j'avais pas avant et que j'adore dans ce métier. Comme qualité, en tant que freelance, forcément, la qualité, c'est négocier, prendre confiance en soi, c'est important. Ça, c'est assez dur parce qu'on a toujours tendance, enfin en tout cas moi au départ j'avais beaucoup tendance à me prendre pour un... j'étais là, je facture, c'est peut-être trop cher. Non, mais non, en fait, tu fais du bon boulot. Donc exercer en freelance, c'est ne pas se brader, assumer ses prix, avoir confiance. Ça. Et former des gens, c'est un truc que je n'avais jamais fait et en fait ça me faisait très peur au départ. Ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu également. Et toi Léa? Moi il y a un truc, c'est que... je trouve que c'est facile d'avoir peur des interfaces quand on est utilisateur. Enfin, moi, j'avais cette impression un peu, ou même dans les jeux vidéo, où tu débarques et tu te dis mais pourquoi je comprends pas, ou ils essayent de me piéger, ou c'est quoi le problème, ou ils veulent que je paye, etc. Et du coup, d'être de l'autre côté, en fait, on voit que c'est vraiment plein de talents, plein de gens passionnés. Et donc, je sais pas comment dire, mais je découvre le monde de la technologie et avec beaucoup plus de fin maintenant. Ouais. Alors qu'avant, j'avais une réelle appréhension, quoi. J'ouvrais une application et je me disais, mais je comprends pas. Alors, pourquoi je comprends pas? Qu'est-ce qui... Ils sont méchants un peu, les gens derrière. Vous avez une toute autre grille de lecture de toutes les interfaces auxquelles on est confronté en permanence. Et puis du coup, c'est des interfaces, c'est partout, quoi. Enfin, dans votre voiture, dans les fast-food, maintenant, c'est une interface. C'est partout, quoi. Et donc, il y a ça. Et puis après, c'est pas tellement l'UI design, mais c'est plus le monde de l'entreprise. Enfin, ça m'a appris à avoir un peu plus confiance en moi et à devoir... un peu assumer mes idées et convaincre et tout. Mais ça, c'est
commun à beaucoup de métiers. Et puis d'après ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est une profession qui s'est valorisée au quotidien. J'ai l'impression quand même que tu mesures l'importance de ton travail et que tu as une reconnaissance. Alors, en fait, c'est que dans les gestions de production, il n'y a pas le choix, je ne sais pas comment expliquer, c'est qu'on va avoir des bugs et le jeu, il ne peut pas sortir si on n'a pas fait ces bugs et du coup, on voit qui doit les résoudre, quoi. Et en général, et bonjour, nous sommes indispensables. Que puis-je faire pour vous ? Non, mais tu vois l'idée, c'est pas moi en tant que Léa qui a forcément une reconnaissance de dingue, mais c'est que mon métier, on ne peut pas s'en passer actuellement. Alors, c'est encore plus vrai pour les programmeurs, hein. Mais moi, j'ai un peu ça. Prends ta part de reconnaissance. Allez-y, c'est le moment. Merci à tous les trois d'avoir témoigné aujourd'hui. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de l'UX et UI Design. Merci à Léa Gaudron d'Ubisoft, Simon Van Der Eycken de Bankin et Romain Bigache de Leroy Merlin d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir UX designer, sachez que Open Classrooms dispense une formation à Bac+5 pour faire ce métier. Elle se fait en ligne en 1 an ou alors en 2 ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.